Le rap français, on le sait, c'est devenu la musique numéro 1 en France. La plus écoutée, la plus puissante et surtout celle qui rapporte le plus d'argent. Mais bon, derrière les disques de platine, les stades remplis, il y a une réalité beaucoup plus sombre. Dans cette analyse, on va plonger au cœur du livre enquête L'Empire pour décortiquer les liens, parfois mortels, entre le succès incroyable du rap et le grand banditisme. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Faut bien comprendre que le rap, aujourd'hui, c'est plus seulement de la musique. C'est un véritable centre de pouvoir. Un monde où circulent des rumeurs, des jalousies et des histoires vraiment dangereuses. Où les faits divers, finalement, prennent presque plus de place que les freestyles. Et ce pouvoir, il a un prix, parfois un prix mortel. Prenons l'exemple de SCH, une des plus grosses stars du moment. En 2024, son équipe se fait attaquer par un commando avec des armes de guerre. Bilan, un mort. Là, on n'est plus dans la rumeur, on est dans une réalité ultra brutale. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pour le comprendre, il faut suivre l'argent. Tout commence par une sorte de ruée vers l'or. Si le crime organisé s'intéresse autant au rap, c'est parce qu'il y a eu une révolution économique hallucinante. En l'espace de 10 ans à peine, les rappeurs ont complètement retourné la table, ils ont renversé le rapport de force avec l'industrie du disque. Et le changement, il est radical. Avant, c'était simple, les maisons de disques contrôlaient absolument tout. Et puis, des artistes comme PNL ou Jules ont débarqué et imposé un tout nouveau modèle. Ils sont devenus leurs propres producteurs. Et ça change tout. En étant propriétaires de leurs enregistrements, ils touchent jusqu'à 90% des revenus. Ce ne sont plus juste des artistes, ce sont de véritables entrepreneurs qui brassent des millions. 20 millions d'euros. C'est le montant de l'avance que Gims a touché pour seulement 40 morceaux. Ces chiffres, ils donnent le vertige. Ils montrent bien l'échelle de cette nouvelle économie. Et forcément, tout cet argent, ça attire les convoitises. Et c'est là, bien sûr, que les choses se compliquent. Parce que partout où il y a autant d'argent légal à se faire, le crime organisé n'est jamais bien loin. Et il a vu dans le rap un terrain de jeu absolument parfait. Pour comprendre comment ça marche, il y a un terme à connaître, le narcoproducteur. En gros, c'est un trafiquant de drogue qui va investir son argent dans la musique. Et pour lui, c'est la situation rêvée. Ça lui donne une couverture légale, c'est une super machine à laver pour blanchir l'argent du trafic, et en plus, ça lui permet de gagner en influence en traitant directement avec les plus grosses maisons de disques. Cette phrase, elle a été dite par un producteur, et elle résume parfaitement le piège qui peut se refermer sur les artistes. Des criminels viennent proposer une protection. Si l'artiste accepte, il doit leur donner une partie de ses gains. S'il refuse, il le paye encore plus cher, mais d'une autre manière. C'est une sorte d'extorsion sous contrat, impossible à contourner. Et attention, on ne parle pas de petits voyous de quartier, on parle d'organisations criminelles très structurées. Il y a la DZ Mafia à Marseille, qui voit les rappeurs millionnaires comme une nouvelle branche d'investissement, la BMF, proche de Kobalade, qui négocie carrément avec des majors comme Universal, ou même la Mokro Mafia, un cartel international avec qui certaines stars du rap s'affichent sans problème à Dubaï. Face à cette violence, cette pression constante, beaucoup de rappeurs ont fait un choix assez radical, quitter la France. Ils sont partis s'installer à Dubaï et y ont créé une sorte d'empire en exil. Alors pourquoi Dubaï ? C'est bien plus qu'une histoire de soleil et de luxe. C'est un choix hyper stratégique. D'abord, on y échappe aux menaces physiques. On y échappe aussi au fisc français et bien souvent à la justice française. C'est aussi un carrefour mondial où on peut étaler sa richesse sans que personne ne pose de questions et où les réseaux d'affaires et les réseaux criminels se croisent très facilement. Il faut imaginer un peu la scène, décrite dans le livre. Au Café de Paris, à Dubaï. À une table, on trouve des rappeurs, des influenceurs, et juste à la table d'à côté, des narcos internationaux qui gèrent des cargaisons de cocaïne qui se comptent en tonnes. Tout ce monde coexiste, gère ses affaires au même endroit, à la vue de tous. C'est assez surréaliste. Maintenant, pour vraiment comprendre comment tout ça se passe concrètement, on va se pencher sur l'histoire d'un seul homme. Le cas de Maes, le rappeur de Sevran, est une illustration à la fois parfaite et absolument tragique de tout ce phénomène. Sa descente aux enfers est fulgurante. Fin 2021, il fuit la France pour se réfugier à Dubaï après des règlements de compte. 1 an plus tard, son manager est assassiné à Paris. Très vite, les soupçons se tournent vers lui. Il aurait commandité des meurtres depuis l'étranger. Il devient alors un fugitif international, recherché par Interpol, jusqu'à son arrestation finale au Maroc. Mais d'où vient ce conflit à la base ? Eh bien, tout part de son quartier, à Sevrin. Les caïds locaux lui reprochent d'avoir oublié d'où il vient. En clair, ça veut dire que son immense fortune ne ruisselle pas assez vers eux. La pression monte, des voitures sont brûlées, il y a des coups de feu. Et là, on arrive au point de rupture. Pour avoir la paix, on lui aurait demandé une somme absolument folle, 1 million d'euros cash, plus la moitié de tous ses revenus musicaux. C'était le prix de sa tranquillité. Il a refusé. Et à partir de ce moment-là, il est devenu une cible. Et la vengeance est devenue son obsession.
Depuis sa villa de Dubaï, la police française le soupçonne d'orchestrer sa revanche à distance. Il aurait utilisé des messageries cryptées avec des pseudos comme Renard pour piloter une équipe de tueurs à gages en France, en désignant les cibles et en finançant les contrats. L'étau se resserre. Visiblement, Maes est prévenu qu'une demande d'extradition va arriver. Il organise sa fuite en catastrophe. Il quitte Dubaï en voiture, clandestinement, en passant par Oman, seulement 2 jours avant l'arrivée du ministre de la Justice français, qui venait justement pour discuter de son cas. C'était une vraie course contre la montre. L'histoire de Maes, aussi incroyable qu'elle paraisse, n'est pas juste un cas isolé. En fait, elle révèle une menace qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble de l'empire du rap français. On touche ici au grand paradoxe de cette histoire. L'argent et le pouvoir qui ont permis de construire cet empire du rap français sont exactement les mêmes choses qui attirent aujourd'hui une violence capable de tout détruire de l'intérieur. En somme, la plus grande force du rap est devenue sa plus grande faiblesse. Et les conséquences, elles sont déjà bien réelles. Certains artistes vivent dans la peur, presque cachés, de peur d'être une cible pour une attaque ou une extorsion. La créativité est en train de s'étouffer. À Marseille, par exemple, c'est devenu trop risqué d'aller en studio. Et pire encore, certains artistes repousseraient la sortie de leur projet pour ne pas afficher leurs nouveaux revenus et devenir une cible. C'est tout l'écosystème qui est menacé d'asphyxie. Le succès a donc créé un empire culturel et économique sans précédent en France. Mais cette enquête pose une question finale, et elle est cruciale. Est-ce que la violence que ce succès a attirée va finir par causer sa propre chute ? Parce que l'avenir du genre musical le plus populaire de France est peut-être en train de se jouer, non pas dans les studios ou sur scène, mais dans l'ombre du crime organisé.